News. Le Mali dénonce le traité de coopération militaire qui le lie à la France. Les détails à suivre. Journée internationale de la liberté de la presse, il en sera également question dans ce journal. À Berlin, Modi et Scholz signent un accord après des consultations internes gouvernementales. Sujet à retrouver dans la page internationale. Merci d'être avec nous sur Djoliba TV News et bienvenue à toutes et à tous dans le journal Djoliba Evening News dont c'était là les titres. Le Mali a officiellement notifié lundi à la France la fin de l'accord de coopération militaire entre les deux pays et des accords sur le statut des forces Barkhane et de Takuba. Une décision qui vient 3 mois après l'annonce de la fin de l'opération Barkhane par Emmanuel Macron. Arona Saliakoni. Le divorce entre le Mali et la France est désormais officiellement scellé. Dans un communiqué qui date de ce lundi 2 mai, le Mali dénonce le traité de défense signé en 2014. Un traité qui organisait la coopération militaire structurelle entre nos deux pays. La décision fait suite, selon la partie malienne, à la détérioration profonde de la coopération militaire avec la France et ses atteintes flagrantes à la souveraineté nationale du Mali. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer 1. Le traité de coopération en matière de défense du 16 juillet 2014, conformément aux dispositions de son article 26, alinéa 4, ainsi libellé. Je cite. Chaque partie peut dénoncer le présent traité par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet 6 mois après réception de la notification par l'autre partie. En outre, le gouvernement reproche à la France son refus de collaboration pour la relecture de ces traités qui datent de 2014. La manœuvre dilatoire consistant pour la France à demander une réunion d'experts pour la relecture du traité de défense au lieu d'envoyer ses amendements, et cela plus de 2 mois après l'envoi par le Mali de ces amendements depuis le mois de décembre 2021. Par ailleurs, la partie malienne dénonce l'accord de 2013 déterminant le statut de détachement français applicable à la force Barkhane et le protocole additionnel qui statue la force Takuba. Cette deuxième partie a un effet immédiat. En clair, le gouvernement considère désormais illégale la présence des quelques 2400 soldats français et européens sur le territoire malien. Le 3 mai marque la journée internationale, la journée de la liberté de la presse dans le monde. Au Mali, ils sont 3 journalistes à être enlevés dans des circonstances différentes, à être toujours entre les mains des djihadistes. Adama Sanogo nous fait un rappel. Chaque 3 mai de toutes les années sert à rappeler au gouvernement la nécessité de rappeler leur engagement en faveur de la liberté de la presse. Elle constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. En outre, la Journée mondiale de la liberté de la presse sert de cadre de soutien aux médias qui sont des cibles pour la restriction ou l'abolition de la liberté de la presse. C'est aussi une journée de commémoration pour les journalistes qui ont perdu la vie dans la poursuite d'une information ou qui sont en otage. En ce 3 mai 2022 au Mali, 3 journalistes sont en otage depuis plusieurs mois. Il s'agit de Amadou Niali Bouli, enlevé en septembre 2020 dans la région de Mopti, alors qu'il rentrait de Bamako après y avoir suivi un atelier de formation de journalistes. Cet homme de médias malien travaillait pour la radio Dante Douanza. Olivier Dubois, journaliste français vivant au Mali depuis 6 ans avec sa famille, correspondant pour des journaux français Le Point, Libération, Jeune Afrique et ayant auparavant travaillé pour le journal du Mali, a été enlevé à Gao le 8 avril 2021. Un enlèvement revendiqué par une vidéo le 5 mai 2021 par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Moussa Mbana Diko, journaliste malien, chef des programmes de la radio Dante
a été enlevé chez lui à Boni, secteur de Douanza, le 18 avril 2022 par des présumés djihadistes. En ce jour de la liberté de la presse, plusieurs observateurs ont invité le gouvernement malien à mouiller le maillot davantage afin que ces hommes de médias puissent retrouver leur liberté définitivement, sans toutefois oublier Birama Touré, porteur disparu depuis janvier 2016. Comme je vous le disais tout à l'heure, chaque 3 mai, la journée internationale de la liberté de la presse est célébrée. À cette occasion, nous vous proposons de découvrir ces hommes et femmes qui sont derrière le gros du travail de Djoliba TV et Djoliba FM. Il s'agit des chauffeurs, les caméramans, les maquilleuses en passant par les éclairagistes jusqu'aux techniciens de son et d'image de Djoliba TV FM. Découvrons-les ensemble avec Cheikh Omar Mariko. À l'ombre, mais c'est lui qui conduit les journalistes, peu importe l'heure ou l'endroit. Tout d'abord, contrôler les véhicules des reportages très tôt le matin, c'est cela la première tâche journalière pour Mandjou les chauffeurs. Là, je contrôle l'état de l'huile du moteur. C'est bon, tout est bon maintenant. Bon, il y a des journalistes qui Avant que les journalistes n'arrivent, l'état du véhicule doit être vérifié et contrôlé chaque matin. C'est pour leur permettre de ne pas être en retard pour leur reportage. Les chauffeurs à l'ombre, mais aussi les caméramans. Ils sont ces hommes et femmes à travailler dans l'ombre en collaboration avec les journalistes et leur production que vous avez chaque jour sur vos petits écrans. Ainsi, il y a aussi la partie maquillage avant de monter sur les plateaux. Je lui fais un maquillage simple. Ici à Djoliba TV, personne ne monte sur le plateau avant de se faire maquiller. Tout de suite, elle doit monter sur le plateau. Parfois, c'est compliqué parce qu'il faut rapidement rattraper les erreurs, surtout avec les présentatrices, lorsqu'elles sont déjà sur le plateau. Ensuite, les plus gros, les plus stressants du travail d'une télé et qui demandent la plus grande vigilance, c'est la régie. Cette partie qui s'occupe de la conception et aussi la réalisation des émissions et du journal. Elle est constituée de techniciens audiovisuels ainsi que des réalisateurs. Oui, bien sûr, comme tu l'as constaté, là, nous sommes en train de réaliser une édition spéciale. Quand on est en direct, tout ce que vous faites comme erreur, tout le monde entier verra ça en temps réel. C'est la raison pour laquelle, lors des directs, il faut beaucoup plus de concentration. Tu vois un peu? Là, on est en direct à la télé, en même temps en direct sur les réseaux sociaux. Le direct, impose carrément le stress. Donc c'est à toi de te maîtriser, quoi. C'est à toi de te calmer pour ne pas passer à côté, quoi. Parce que quand tu es trop stressé, tu risques de passer à côté. Bon, tout dépend de la préliminaire quand même. Et la préparation avant la production, c'est ça la base d'abord. Donc tout ce qu'on a fait, donc on va préparer avant qu'on fait face à la production. Donc c'est ça qui nous permet d'avoir des courages et puis maintenir la main aussi. En outre, il y a l'équipe chargée à la fois du son et de l'image, mais aussi de la lumière du plateau. À la base, je m'occupe de tout ce qui est installation, des nouveaux matériels, des logiciels et autres, souvent de la maintenance des matériels. C'est vrai que c'est nous qui sommes vus, mais derrière, il y a un gros travail. Ce travail concerne les JRI, les gens qui sont à la régie, les monteurs, tout le monde, l'équipe de make-up. Donc il y a un gros travail, il y a une grosse équipe derrière qui mérite d'être saluée. Et c'est pour cela que je leur dis merci, c'est un travail d'équipe.
Un travail d'équipe comparable à de la bonne cuisine où l'on associe différents ingrédients pour donner une savoureuse nourriture. Albert Camus disait qu'une presse ne serait que mauvaise sans la liberté. Alors, que serait la presse sinon l'atelier sans ces hommes et femmes de l'ombre? Voilà, ils sont vraiment à féliciter ces hommes et femmes des radios et télévisions qui font du très bon travail. Nous poursuivons ce journal. Bamako devient une grande poubelle après chaque fête. Cette fête de Ramadan ne fait pas exception. Les rues sont remplies de déchets de tout genre issus des activités ménagères dans le cadre de la fête. Nos reporters Ibrahim Aguindo et Bakoro Banyari ont fait le tour de la capitale pour constater les faits. Débris, déchets, dépôts d'ordures débordés, c'est le visage de la ville de Bamako après la fête de Ramadan. Une situation qui indigne les citoyens de la capitale qui appellent les autorités à agir. C'est une maladie ça. L'odeur est désagréable. Cette insalubrité concerne tout Bamako, mais ici c'est plus grave. C'est vrai que la transition travaille beaucoup, mais ils doivent s'intéresser davantage aux problèmes de salubrité. Aussi, les gens doivent savoir que la propriété commence chez soi avant d'atteindre un niveau plus large. Cette insalubrité de Bamako dérange vraiment les gens, surtout ici, dans la commune 2. Pointé du doigt, le chef service assainissement de la mairie de la commune 2 du district de Bamako affirme que cette insalubrité relève de l'incivisme. C'est un constat amer. Généralement, après chaque fête, on constate que partout, là, il y a des débris, il y a des saletés partout. Au fait, c'est en partie dû à l'incivisme. Hein, voyez-vous, sinon, au fait, nous les conseillons après la fête, d'aller déposer les ordures au niveau du dépôt de transit, qui se trouve près de Médine. En fait, il y a, des campagnes de sensibilisation parce qu'à un moment, Macro-Ouest nous a sollicité l'acheminement des déchets. Hein, c'est GIE, au fait, il fut, la fête passée, ils ont mis à la disposition de la commune des caissons. Face à l'urgence de la situation, des GIE d'assainissement se sont proposés comme alternative dans la lutte contre la salubrité, surtout au niveau du marché d'Abanani. Mais nous avons parce que a négligé quoi. Parce que avant que nous stratégie, nous lancera mon chama maka yurula mo mo be nyamango kuna. Nseru manya yurula ka fo bo nyama be fait stratégie parce que ozone minata giravula. Si les ordures rendent la route impraticable, c'est dû à la négligence des autorités. Car chaque fois que des ordures s'amassent, j'avertis pour qu'on trouve une solution. Mais c'est quand l'ordure déborde qu'ils dépensent une forte somme pour les faire ramasser. Et puis j'ai vu que nous faisons tout ce qui figure dans leur contrat gratuitement, mais nous ne sommes pas considérés. Ami yoro franc ka jeya ka kla kana bo jele nyana obi obi kana nyama minche on yere be kla ko deme ka kla ko nyama che mais autant considérer. Des propositions de gestion des ordures ne manquent pas. Pourtant, l'insalubrité demeure. Pour ce commerçant, la gestion du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable est à mettre en cause. La proposition est Pour nous, la solution, c'est de mettre les véhicules de collecte d'ordures dans les marchés et mettre des caissons pour éviter que les gens déversent les ordures au sol. Parce que les gens ne finissent pas le travail au même moment ici. Quant à Modibo Kone, je pense qu'avant c'était un travailleur. Maintenant, je ne le pense plus. Sa gestion des ordures ne nous a pas satisfaits. Il n'a jamais répondu à nos sollicitations en vue de trouver une solution à ces problèmes. Malgré l'implication de plusieurs acteurs dans le domaine de l'assainissement, Bamako reste toujours sale. Une prise de conscience collective est plus que nécessaire pour venir à bout de cette insalubrité. À l'occasion de la fête de Ramadan, les membres et sympathisants du mouvement patriotique pour le renouveau MPR ont rendu une visite au Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga à son domicile
Outre les salutations, l'objectif était de renforcer l'entente, la cohésion et l'esprit de travail au sein du parti politique du Premier ministre. Écoutons quelques réactions lors de cette visite des membres du MPR chez le Premier ministre. Ils sont au micro de Moussa Tembini. C'est une opportunité qui va nous permettre de se connaître. Il y a plusieurs bureaux qui sont présents ici. Nous remercions Dieu de nous avoir montré ce jour. Chaque événement, président. Nous sommes venus plusieurs fois saluer le président, donc c'est une tradition pour nous. Puisse le Tout-Puissant nous donner une longue vie pour fêter ensemble. Que Dieu fasse en sorte que le parti progresse. Il y en a qui sont fatigués maintenant, il y en a qui sont malades. Je pense que il y en a qui se sont découragés au Bora parti là. Parce que ça a été trop long. Deux Bora parti là parce qu'ils ont été frustrés, ils ont été victimes d'injustice. Nous, vous devez travailler à les rassembler. C'est valable pour les jeunes, c'est valable pour les femmes. Les anciens aussi, eux aussi, il faut les saluer. À présent, l'image du jour consacrée au mont Nimba. Nous sommes en Guinée. Le mont Nimba est une montagne s'élevant à 1750 mètres d'altitude aux confins de la Guinée à l'ouest et au nord, dont il constitue le point culminant, et de la Côte d'Ivoire à l'est. Il est riche en minerais de fer. Dans son prolongement au sud-ouest se trouve le mont Richard Mollard, qui constitue le tripoint entre ces deux pays et le Libéria. Dominant les savanes environnantes, le mont Nimba est une zone de grande richesse écologique. Ses flancs sont couverts de forêts denses classées par le Fonds mondial pour la nature en forêt d'altitude guinéenne et ses sommets d'alpage de graminées qui ont attiré l'attention des naturalistes qui ont consacré dès la période coloniale d'importantes études à la flore et à la faune. La réserve naturelle intégrale du mont Nimba est classée depuis 1981 réserve de biosphère et site du patrimoine mondial de l'UNESCO. À présent, quelques nouvelles d'ailleurs, la page internationale avec Fanta Diarra. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le réseau des droits de l'homme pour les journalistes d'Ouganda met en garde contre l'augmentation du nombre de journalistes arrêtés dans le pays. Le HRJN a publié en 2021 un rapport recensant quelques 131 cas d'abus contre des journalistes. Robert Sespala, directeur exécutif réseau des droits de l'homme pour les journalistes, nous fait le bilan des viols recensés. L'année dernière, dans notre rapport Shit Down and Shit Out, nous avons recensé un total de 131 cas d'abus et de violations, dont la majorité, pour être précis, 82 étaient les faits de la police suivis par l'armée. Les cas les plus répétitifs ont été des agressions, car 63 journalistes ont été agressés dans l'exercice de leurs fonctions. Le fait sans précédent, nous avons également recensé 26 journalistes arrêtés. Cela ne se passe pas comme ça en Ouganda, parce que les journalistes sont normalement battus, mais pas arrêtés. Mais cette fois-ci, ils l'ont été. Ofuono Opondo, porte-parole du gouvernement ougandais, se prononce. Nous avons une très bonne situation en ce qui concerne la liberté de la presse, la liberté des médias en Ouganda. Elle est très dynamique si l'on en juge par l'engagement des radios, le nombre de stations de radio et des chaînes de télévision, et par le contenu des articles qui critiquent sérieusement le gouvernement. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de cas isolés qui entachent notre situation. Un homme de médias nommé Norman, qui est également militant pour les droits de l'homme, qui travaille pour un média en ligne qu'il dirige, a été inculpé de cyberharcèlement contre le président Yoweri Museveni. Le gouvernement veut simplement bâillonner la liberté des médias, la liberté d'expression et la liberté de parole. C'est pourquoi nos gadgets qui n'ont rien à voir avec les livres sont toujours sous leur garde. C'est pourquoi les présentateurs des médias et non les auteurs de ces livres ont été arrêtés et battus.
Sur la totalité des violations signalées, 82 sont directement attribuées à la police ougandaise. Au siège de la France insoumise à Paris, des membres d'Europe Écologie Les Verts et du Parti socialiste défilent pour tenter de signer un accord pour les élections législatives de juin. Lundi matin, après la signature de l'accord entre Europe Écologie Les Verts et le parti La France insoumise créant la nouvelle Union populaire écologique et sociale, les protagonistes des longues négociations ont clamé en chœur leur satisfaction dans la matinale radio et télé lundi matin. Igor Zamiché, le coordinateur de l'exécutif national du PCF, affirme que le défi a été relevé. Alors, je crois pas, je crois qu'on est plutôt unis et qu'il y a plutôt une grande détermination à cette heure pour obtenir cet accord. Parce que, je vais vous dire, c'est simple, on sent l'espoir se lever dans le pays. On était tous ensemble d'ailleurs, toutes les forces de gauche, dans les manifestations du 1er mai hier. On a croisé beaucoup de gens qui sont venus nous dire « unissez-vous ». Unissez-vous, portez cet espoir pour changer concrètement notre quotidien. C'est ça qu'on veut faire avec cette union. Notre interlocuteur pense que les partis doivent s'unir et travailler ensemble. Se donner tous les moyens, on a fait notre part. Je sais que la France insoumise aussi a fait évoluer aussi, disons-le, son offre pour pouvoir permettre l'accord. Il faut que le Parti socialiste, le Parti communiste s'y retrouvent et ainsi on sera pleinement en campagne. Et là, ça change vraiment la donne. Au dire de Manon, membre du parti La France insoumise, il y a une bonne attente et une belle ambiance. Alors on n'a kidnappé personne. Au cas où vous vous posiez la question, on les traite bien. Ils ont du café, ils ont le sourire, parfois même on fait des blagues, donc tout va bien, tout le monde est bien traité. Et voilà, il y en a qui sont partis en pause dîner et on va tous se retrouver pour peut-être une longue nuit. L'objectif est de permettre à tous d'entrer vite en campagne, en premier lieu le chef de cette alliance, Jean-Luc Mélenchon. Lors d'une visite à Berlin, le Premier ministre indien Narendra Modi signe un accord du chancelier allemand Olaf Scholz, un accord après des consultations intergouvernementales. Dès le début de la crise en Ukraine, nous avons immédiatement appelé à un cessez-le-feu et souligné le fait que le dialogue était le seul moyen de résoudre le conflit, a assuré Modi lors d'une conférence de presse avec le chancelier allemand. Nous croyons qu'aucune partie ne peut sortir victorieuse de cette guerre. Tout le monde subira des pertes et c'est pourquoi nous sommes là pour la paix, a-t-il ajouté, alors qu'il est également attendu au Danemark et en France. De son côté, le chancelier allemand a une nouvelle fois répété que la Russie, en déclenchant une nouvelle invasion de l'Ukraine le 24 février, avait remis en cause les principes fondamentaux du droit international. Il a également réitéré ses appels au président russe Vladimir Poutine pour qu'il mette un terme à cette guerre. Avant d'entamer ce déplacement européen, Modi avait indiqué que son voyage visait à renforcer l'esprit de coopération avec les partenaires européens, des compagnons importants dans la quête de l'Inde pour la paix et la prospérité. À l'occasion d'une brève escale en France, le 4 mai, il s'entretiendra avec le président Emmanuel Macron afin de faire le point sur des questions régionales et mondiales ainsi que sur la coopération bilatérale selon le communiqué. Voilà, c'est la fin de ce Joliba Evening News. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellent 3 mai à tous ces hommes et femmes des médias qui font tout ce qu'ils peuvent pour donner de la bonne information à toutes et à tous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, encore pour votre aimable attention. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.